Si quelqu'un vous disait cela, le légendaire F-16, l'un des avions de combat les plus célèbres de notre époque, a failli être évincé du marché par une copie israélienne qui n'est jamais entrée en production complète, mais qui a ensuite été vendue illégalement à la Chine. Vous penseriez probablement qu'il plaisante. Eh bien, cette personne, c'est nous, et nous ne plaisantons pas. Et c'est une simplification grossière mais factuellement correcte du Lavi. La tentative d'Israël de renforcer simultanément sa force aérienne tout en gagnant rapidement de l'argent au passage. Le projet a finalement été annulé, bien sûr, mais pendant presque une décennie entière, il a fait trembler les fabricants d'avions américains, et ce n'était pas sans raison. L'idée du Lavi est née dans les années 1970 du besoin d'Israël de renouveler sa force de combat vieillissante. Plus précisément, des avions multirôles comme le Douglas A4 Skyhawk et l'IAI Kafir, qui est la version israélienne du Dassault Mirage 5. Parallèlement, Isa Weizman, commandant de l'armée de l'air israélienne et ministre de la Défense, souhaitait entièrement réorganiser l'armée de l'air avec un système à 2 niveaux. Le système comprendrait idéalement peu d'avions très performants et de nombreux avions polyvalents supposés moins coûteux. Ce dernier était l'objectif initial du Lavi, mais à cause de révisions persistantes, l'avion proposé semblait être tout, sauf bon marché et simple. S'il était terminé, ce serait un avion comparable au F-16 de General Dynamics. En 1980, l'armée de l'air a présenté sa liste d'exigences qui semblait étrangement similaire à celle du F-16. C'est un nom que nous allons beaucoup mentionner aujourd'hui et que nous avons déjà mentionné. Menahem Haïn, chef du programme Lavi, a souligné qu'à la différence des chasseurs américains, le Lavi serait exposé à un danger bien plus grand. Alors que les États-Unis se concentraient sur la lutte contre la technologie soviétique, la situation politique d'Israël faisait de l'Égypte et de l'Arabie saoudite ses plus grands ennemis potentiels dans la région, et ces deux pays étaient équipés d'avions occidentaux, y compris de la technologie américaine. L'Égypte, par exemple, était équipée de F-16, et il est intéressant de noter qu'elle est ensuite devenue le 4e plus grand opérateur de F-16 au monde. En plus du F-16, l'Égypte utilisait également le Mirage 5, le McDonnell Douglas F-4 Phantom II et le MiG-21. Au même moment, l'Arabie saoudite utilisait quelques McDonnell Douglas F-15 Eagle ainsi qu'environ 150 Northrop F-5. En cas de guerre, le Lavi devrait affronter les deux camps technologiques et les décideurs israéliens pensaient qu'il était probable de faire face à plusieurs voisins ennemis simultanément. Le Lavi était principalement destiné à la pénétration rapide et au bombardement, d'où l'inspiration des concepteurs par le F-16 pour les premiers croquis de l'appareil. Ils voulaient chanter copier tout ce qui en valait la peine tout en réduisant les coûts d'exploitation et de maintenance du nouveau design. Parce qu'à l'époque, Israël consacrait déjà près de 20% de son PIB à la défense. Il a donc été conçu en tenant compte des performances de vol, ce qui a poussé les concepteurs à opter immédiatement pour une configuration à aile delta, qui rend les avions très maniables. L'aile était un peu inhabituelle car elle avait un faible angle de flèche sur son bord, ce qui est le plus visible lorsqu'on l'observe de l'arrière. Les extrémités des ailes ont été tronquées pour accueillir les missiles RR Rafael Python 3 Assaut. La conception offrait au Lavi une surface alaire de 38,5 m², soit presque 40% de plus que la surface alaire d'un F-16. La prise d'air du moteur, très semblable à celle du F-16 avec sa bouche plate, avait déjà été testée et est restée quasiment inchangée. Le cockpit offrait au pilote une vision panoramique complète, avec un siège très différent de celui du F-16. À la différence du F-16, le Lavi avait un siège droit et une colonne de commande centrale. Ce choix visait à libérer de l'espace pour les panneaux avec un siège incliné. Les genoux du pilote sont relevés, réduisant l'espace pour un panneau, et son cou comme ses épaules sont sollicités lors des manœuvres à forte accélération. Le manche latéral a aussi été supprimé car il occupait toute la console tribord. De plus, si le bras droit du pilote était blessé, ramener le Lavi à la base devenait impossible. Le manche central du Lavi se pilotait aussi bien de la main droite que de la gauche. Le reste de l'agencement du cockpit représentait également le summum de la technologie à l'époque. Ils utilisaient une configuration OTAS, main sur manette, des gaz et manche, avec le meilleur affichage tête haute disponible à ce moment-là. La cellule était en matériaux composites. Il fallait que le Lavi soit très léger pour économiser du carburant et réduire les coûts de production et d'entretien. Les ailes et leur structure interne, ainsi que la dérive verticale, les plans canards et divers panneaux et trappes étaient tous fabriqués à partir de composites légers mais résistants, ce qui représente 22% du poids du Lavi. Il existe également des affirmations concernant une réduction significative de la surface équivalente radar. L'idée était d'associer cette conception légère à la motorisation la plus puissante possible. Parce que l'une des exigences soumises par l'armée de l'air était un poids maximal au décollage de 17 000 kg, soit 37 500 livres.
Les ingénieurs se sont toutefois rendus compte qu'ils pouvaient obtenir encore plus de résultats s'ils utilisaient une motorisation encore plus puissante que prévu à l'origine, ce qu'ils ont fait exactement. Le moteur PW1120 de Pratt & Whitney a été choisi, et ce moteur est un dérivé du F-Cent. Et si cela vous semble familier, c'est parce que la variante F-Cent a été utilisée, et le F-16 porte ce nom. Cela montre de plus en plus clairement que les ingénieurs israéliens ont observé les F-16 dans leur hangar, et noté ce que les Américains avaient bien fait. Le moteur était en fait identique au F-Cent pour la plupart des aspects. En effet, ils sont identiques à 70% pour être exact. Cependant, le PW1120 a apporté des changements, comme un compresseur et une turbine basse pression, le rendant légèrement différent. Sa capacité en carburant était également inférieure de 16% à celle d'un F100, mais le LAVI compensait cela grâce à sa faible traînée. La principale différence entre les moteurs concernait la production, car celui-ci pouvait être fabriqué sous licence en Israël. S'ils avaient acheté le F-Cent, il aurait fallu une installation spéciale pour les pièces, et un tiers aurait pu interrompre la production. Ce nouveau moteur était tellement performant en fait que lorsqu'il a été testé sur un F4E, l'appareil a dépassé Mach 1, sans les post-combustion, améliorant le taux de virage de 15% et le taux de montée de 36%. La modification faisait partie du programme de modification du F4 d'Israël mené en parallèle. Cependant, McDonnell Douglas ne l'a jamais approuvé, en dépit des améliorations incroyables, car cela égalait les performances de vol du FA-18 et introduire ce changement aurait compromis les ventes potentielles. La configuration du LAVI favorisait sa maniabilité, mais l'aile Delta causait une instabilité en vol résolue par les commandes de vol électrique numérique. En l'utilisant, le LAVI fut l'un des premiers avions à adopter cette configuration. Cependant, malgré la nouvelle technologie, le LAVI restait assez instable par rapport au F-16 avec une instabilité d'environ 10 à 12%. De plus, les concepteurs affirmaient que le LAVI possédait une capacité de contrôle direct de la portance, ce qui signifie qu'il pouvait modifier précisément sa portance en utilisant des spoilers et des volets sans changer significativement la puissance du moteur. Cette capacité n'a jamais été prouvée, donc nous ne pouvons confirmer cette affirmation. Selon ses créateurs, l'atout majeur du LAVI était son avionique. Ils disant qu'il était plus informatisé que tout autre système, comme l'a montré en partie le système de commande de vol électrique. À part cela, le LAVI était assez bien équipé en termes d'électronique. Elta, l'entreprise responsable de l'électronique du LAVI, a développé le radar ELM 2035 qui était assez avancé pour son époque. Équipé d'un récepteur multicanal, il offrait des performances fiables en lookdown et une cartographie haute résolution. Le radar fournissait aux pilotes des informations sur la vitesse et la position des cibles au sol et en vol. En plus d'une carte du terrain, il suivait plusieurs cibles jusqu'à 46 km, 28,5 miles. Et bien qu'il n'ait jamais été utilisé à bord du LAVI parce que l'avion n'est jamais entré en production, une version plus avancée a ensuite été installée sur le F-16, le FA-50 et le Dassault Mirage. Le système d'alerte électronique du LAVI, conçu par Elta avec Alistrap, identifiait vite les menaces et trompait ou brouillait automatiquement les radars ennemis. Le système conçu pour être évolutif aurait sans doute équipé les futurs environnements de combat si le LAVI avait été pleinement produit. En ce qui concerne l'armement, la principale arme RR du LAVI était le missile Rafael Python 3 mentionné précédemment. Il s'agissait d'un missile éprouvé au combat, capable d'atteindre Mach 3,5 et de supporter 40 G tout en transportant une ogive de 11 kg. Lors de la guerre au Liban en 1982, le Python 3 a joué un rôle majeur dans les succès des combats aériens contre les forces syriennes, remportant environ 50 affrontements RR. Son canon principal était le DEFA, type 552. Un canon automatique de 30 mm à un seul canon et 5 chambres avec une cadence de tir comprise entre 1100 et 1500 coups par minute. C'est en fait l'une des rares choses à bord de cet avion qui n'a pas été conçu localement. Le type 552 est un canon automatique français qui a été installé sur l'ancien Tassault Mystère 4A et il s'est rapidement révélé être un canon très efficace. L'industrie militaire israélienne a acquis la licence appropriée pour fabriquer ce canon, et il a finalement été utilisé sur de nombreux modèles, y compris le Kafir, le Mirage 3 CJ et le A4 Skyhawk. En termes de capacité air-sol, le LAVI pouvait être équipé d'un missile Hughes AGM-65B Maverick qui possède une ogive de 57 kg, et il pouvait verrouiller et frapper une cible à environ 15 km soit 9 miles de distance, avec une portée théorique d'environ 23 km soit 14 miles. Le LAVI pouvait également être utilisé pour attaquer des navires avec son missile Gabriel 3 de fabrication israélienne, un missile de type Fire and Forget ayant une portée de plus de 60 km, soit 37 miles.
Outre sa portée, le missile était guidé inertiellement pour voler à très basse altitude, sous 20 mètres, afin de réduire la détection radar. La tête explosive du Gabriel pèse 150 kg et était partiellement perforante, pouvant percer la plupart des navires de combat. Enfin, en ce qui concerne les bombes, le Lavi pouvait emporter n'importe quelle bombe de la série Mark 80 pesant de 100 à 900 kg. À cet effet, le Lavi était équipé de 2 points d'emport sous chaque aile et de 7 points d'emport sous le fuselage. Le premier Lavi a été dévoilé en 1985 et a volé pour la première fois fin 1986. Les pilotes ont salué sa maniabilité et sa stabilité lors des atterrissages par vent de travers. Les 2 prototypes construits ont réalisé plus de 80 vols d'essai, atteignant des vitesses jusqu'à Mach 1,45. Les 3 prototypes en construction pendant les tests des 2 premiers auraient été modifiés si le programme n'avait pas été annulé. Ce qui nous amène maintenant au point central de l'histoire de l'annulation du Lavi, c'est qu'il n'y a pas une seule raison derrière l'annulation du Lavi, mais plutôt tout un ensemble de considérations internes et externes bien argumentées qui ont finalement cloué cet oiseau au sol de façon permanente. La raison principale interne était le coût élevé du programme. Le public israélien s'inquiétait déjà des dépenses de défense avant le lancement du Lavi, un projet insoutenable alors qu'Israël consacrait 18,9% de son PIB à la défense. Pour être clair, l'Ukraine a été le plus grand dépensier en matière de défense en 2024 avec 34% de son PIB consacré aux armes et aux munitions. Et au cas où vous ne l'auriez pas remarqué, l'Ukraine est en guerre depuis 2022. Israël, également impliqué dans un conflit, pour le dire légèrement, a dépensé 8,8% de son PIB pour la défense, tandis que les États-Unis ont consacré environ 3,4% de leur PIB aux armes et aux munitions. Près de 19% du PIB, c'était trop élevé pour la plupart des Israéliens, et le programme Lavi allait trop loin. Il bénéficiait d'un budget de 1,8 milliard de dollars, et on s'attendait à ce qu'il se vende à un prix compris entre 10,8 et 30 millions par unité, le prix exact dépendant de la variante exacte. Une résistance interne à l'armée freinait le développement du Lavi. Une grande partie des fonds, y compris l'aide américaine, était alors allouée à ce programme, ce qui signifiait que d'autres besoins et projets militaires étaient négligés ou tout simplement ignorés. Certains officiers militaires, dont le général Avihu Ben Noun, 11e commandant de l'armée de l'air israélienne, se sont ainsi opposés publiquement au programme. À la place, ils ont appelé à l'achat du F-16 qui était déjà suffisamment similaire, moins cher et plus facile à produire. Le facteur externe qui a contribué à l'annulation finale du Lavi était le fait que cela a irrité les États-Unis. Les États-Unis, alliés et principal fournisseur militaire d'Israël depuis longtemps, savaient que les Israéliens voulaient vendre le Lavi après sa mise en production. Ce projet n'était pas seulement motivé par l'argent, bien que ce soit un objectif majeur, car les armes représentaient 30% des exportations et employaient près d'un quart de la main-d'œuvre israélienne. La mise en vente du Lavi aurait clairement nui au plan des États-Unis de rester le plus grand fournisseur d'armes militaires au monde. Cela empiéterait sur sa part de marché des exportations de jets. Plus précisément, il occuperait la même place que le F-16, puisque les 2 avions étaient pour des chasseurs multirôles de 4e génération qui se ressemblaient énormément. Le Lavi, moins cher à produire, entretenir et acheter, permettrait de régler ce problème dès le départ. Les États-Unis ont approuvé une aide pour le Lavi en 1983 et autorisé des entreprises américaines à produire des pièces de l'avion après le lancement de la production. Certaines est ici un euphémisme, car près de la moitié de l'avion serait fabriqué en Amérique. En acceptant cet accord, Israël a perdu son autonomie commerciale, et les ventes du Lavi, s'il y en avait eu, auraient été limitées par les Américains dès 1987, une fois que le Lavi était en phase de test. Au moins 2 milliards de dollars ont été dépensés pour ce programme, qui dépassait le budget et prenait du retard. À une époque où l'inflation dépassait 1000%, les premières livraisons n'étaient pas attendues avant 1991. À ce moment, près de 90% du programme dépendait de l'aide militaire américaine. Cela a suscité des protestations chez les fabricants américains, car l'argent public servait à développer un avion concurrent des modèles américains. Les États-Unis ont fourni une aide militaire générale à Israël et précisé que son usage relevait uniquement d'Israël. Le pays allouant environ 25% de cette aide au Lavi, il ne voulait pas davantage contrarier leurs fabricants. Les Américains ont clairement indiqué aux Israéliens que le programme devenait trop coûteux par rapport à ses objectifs et qu'ils allaient en réduire leur soutien financier. Ils ont proposé des alternatives comme la coproduction d'un chasseur israélo-américain. Bien que cette option ait été rejetée, des doutes internes en Israël ont conduit à envisager sérieusement l'annulation du programme.
Le Lavi consommait une part excessive du PIB et de l'aide américaine d'Israël. Il était trop tard, et puisque les États-Unis contrôlaient leurs ventes, rien ne garantissait le succès commercial. En août 1987, la question a été soumise au vote, et le Lavi a été annulé par 12 voix contre 11. Un an plus tard, en mai 1988, Israël a commandé un lot de F-16 et a rempli les hangars de son armée de l'air avec l'un des chasseurs multirôles les plus emblématiques de tous les temps. Seuls 2 prototypes du Lavi ont été achevés avant son annulation, et ils ont tous deux été démontés pour terminer un 3e et dernier prototype, qui était en cours de construction en même temps que les 2 autres. Après l'annulation du programme, le dernier prototype, achevé en 1989, a servi d'avion de démonstration pour les industries aérospatiales israéliennes, tandis que la cellule, dépouillée du second prototype du Lavi, a été exposée au musée de l'armée de l'air israélienne. C'est certainement une fin triste pour un avion qui était si bien conçu. Il a été considéré comme une menace pour l'influence historique de l'industrie aérospatiale américaine et comme une vente de secrets d'État. Même si le Lavi est officiellement un échec, plusieurs aspects du programme ont été jugés réussis en interne. Le fait que les industries aérospatiales israéliennes aient réussi à produire quelques prototypes prouvait les capacités du secteur de la défense israélienne en développement. Les technologies développées pour le Lavi n'ont pas non plus été perdues. Le radar a été produit en série et vendu à de nombreux pays, et de nombreux systèmes et composants du Lavi ont été commercialisés après son annulation. L'expérience et les connaissances du programme ont été cruciales. En 1988, Israël a lancé son premier satellite, rendu possible grâce au programme Lavi. Le boom de la haute technologie en Israël dans les années 1990 est similaire, de nombreux ingénieurs du Lavi travaillant aussi sur le programme Arrow. De plus, un événement intéressant a eu lieu en 1988. Le Sunday Times a affirmé qu'Israël aidait la Chine à construire un chasseur, ce que le ministre de la Défense israélien a nié. Puis, en 2006, les ingénieurs russes ont déclaré que le JDX chinois était plus ou moins une version du Lavi. 2 ans plus tard, un rapport a révélé que des ingénieurs chinois avaient admis à leurs collègues russes l'implication israélienne dans le développement du JDX. En comparant les 2 conceptions, on remarque tout de suite les similitudes. L-delta, matériaux composites, cockpit ouvert et autres éléments évoqués. Pour ajouter de l'intérêt, le JDX a été conçu sous la direction de l'ingénieur Song Wikong, qui avait étudié le Lavi avec une quinzaine de membres d'une délégation chinoise dans les années 1980. C'est le 4e homme en partant de la droite sur la photo. La plupart des experts militaires estiment qu'Israël a probablement aidé les Chinois à construire le chasseur. Aucune déclaration officielle n'a jamais été faite par qui que ce soit aux États-Unis, ce qui est très étrange étant donné que le Lavi est composé à environ 70% de F-16 fabriqués aux États-Unis et à 30% d'ingéniosité israélienne. Des déclarations officieuses ont été faites, bien que le Congrès ait interdit l'exportation du F-22 Raptor, qui était alors le meilleur et le plus avancé technologiquement des chasseurs polyvalents au monde, à l'époque. Il ne voulait dire plus de transfert de technologie. De plus, l'administration Clinton a empêché Israël d'exporter son avion de surveillance aérienne Falcon qu'Israël prévoyait de vendre à la Chine, forçant le géant asiatique à concevoir nationalement son avion de surveillance. Ainsi, même sans confirmation officielle, cela l'était en quelque sorte. Discrètement, le JDX était vraiment le dernier souffle du Lavi. Le jeune lion ou lionceau, c'est ce que signifie Lavi en hébreu. Il n'a jamais vraiment volé dans le ciel israélien, mais a orienté le programme aérospatial de son pays. Les connaissances et l'expérience acquises allaient plus tard s'avérer inestimables, rendant le programme loin d'être inutile ou vain. Avec le recul, merci d'avoir regardé.